Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, si vous voulez bien, le conflit opposant l'OTAN à la Russie, puisqu'effectivement c'est de cela qu'il s'agit, est en train de connaître des développements géopolitiques et géostratégiques très importants, dont il convient d'en élucider quelques aspects. Et pour la compréhension saine et facile de nos concitoyens. Le conflit a duré. Et ceux qui pensaient avoir la boule de cristal commencent à déchanter. Les grands stratèges illusionnistes aussi commencent à revenir sur terre. Ceux qui pensent que l'Ukraine allait pouvoir remporter, si vous voulez, l'OTAN allait pouvoir remporter militairement sur la Russie, perdent désormais leurs illusions. Et tout le monde est désormais face à la réalité, les pieds sur terre. C'est là exactement où on essaie de déplacer les aires d'affrontement, étendant le conflit du territoire russo-ukrainien vers d'autres théâtres de conflits géopolitiques très importants, notamment au Sahel, où les forces occidentales sont désormais indésirables et où on assiste également à une redéfinition des alliances largement à la faveur de la Russie, de la Chine, qui sont des farouches adversaires du bloc occidental. Et voilà pourquoi l'Ukraine a été impliquée, et cette implication a été assumée par le diplomate ukrainien qui était en poste à Dakar et qui a été limogé après, et qui a assumé que son pays, l'Ukraine, a participé à ces attaques terroristes meurtrières contre les forces armées maliennes et leurs partenaires russes dans la localité de Tinzaouaten en 2024. Donc ça veut dire que le conflit entre l'OTAN et l'Ukraine ne connaît plus de frontières géographiques, devient désormais un conflit majeur géostratégique et géopolitique qui s'étend partout où les intérêts occidentaux sont menacés et partout où la Russie est en train de gagner en influence. Très important à retenir. Et ces derniers jours ou semaines, nous assistons au développement d'un autre épisode de ce conflit, toujours en Afrique. De plus en plus, on voit des vidéos qui deviennent virales sur les réseaux sociaux où on est en train de dire que voilà, la Russie est en train de recruter des Ghanéens, des Kenyans, d'autres pays africains pour aller participer à la guerre contre l'Ukraine, etc. Et on essaie d'intimider les autorités de ces différents pays africains. Et généralement, Kenya, Ghana, c'est des pays où l'Union européenne essaie de renforcer sa présence et son partenariat après qu'elle est devenue indésirable au Sahel. Donc, et c'est des pays aussi où il y a des présomptions que la Russie devient de plus en plus influente. Et du jour au lendemain, une campagne de communication est savamment orchestrée, présentant la Russie comme une puissance qui est en train d'enrôler de force les citoyens du Kenya, du Ghana et d'autres pays pour aller mener la guerre avec des récits, une narration qui incite à détester, à haïr la Russie. On est dans ce qu'on appelle la guerre de représentation. Toujours au Kenya, une autre vidéo, et cette fois-ci peu recommandable puisque ça a un caractère obscène, qui heurte les sensibilités, qui heurte la morale publique, où on voit un citoyen présenté comme russe, se disant les femmes dans les rues, après filme leur ébat sexuel et publie après.
Donc, c'est des vidéos qui sont de nature à susciter la haine contre les citoyens russes et globalement la haine pour la Russie de façon générale. Alors, qui pourrait avoir intérêt à ça? Est-ce qu'un citoyen russe, si lointain du continent africain, a intérêt à venir filmer les femmes au Kenya et publier? Qui a intérêt à ça? Finalement, quand un crime est commis, on pose la question, qui a intérêt au crime? Pourquoi c'est maintenant qu'on est en train de faire ce genre de comportement? Ce citoyen présenté comme russe, est-ce qu'il est réellement? Est-ce qu'il est un Ukrainien? Est-ce qu'il est un citoyen russe? Ok, même s'il est un citoyen russe, il travaille, il est en train de faire ça pourquoi? Pour rendre service à qui? Pas à la Russie ni au gouvernement russe quand même. Donc, il doit être en mission. En mission de qui? À qui profitent les crimes? Bien sûr, puisque cette vidéo, tout le monde peut comprendre que l'intention cachée derrière ne pourrait être autre chose que de susciter la haine pour les citoyens russes en Afrique et pour la Russie de façon générale. On sait que les gouvernements, diplomates et même médias qui se donnent à fond pour atteindre cet objectif sont désormais connus et donc à partir de là, c'est pas difficile de savoir qui sont réellement les commanditaires de telles pratiques. Les derniers épisodes en la matière, et déjà les renseignements extérieurs russes ont déjà établi, c'est officiel, que puisque les États-Unis sont de plus en plus réalistes quant à ces conflits et qui ne croient plus à une victoire de l'Ukraine sur la Russie, essayent d'arracher un accord qui ne plaît pas aux Européens. Alors, selon les renseignements extérieurs russes, les Français et les Britanniques préparent une autre bêtise stratégique. Ça, c'est de créer les conditions pour que l'Ukraine puisse avoir l'arme nucléaire et l'utiliser contre la Russie dans ce contexte. Aider l'Ukraine à posséder l'arme nucléaire, donc en violation du droit international portant sur la régulation de la prolifération des armes nucléaires. Donc ils violent leurs engagements internationaux, ils ne l'ont d'ailleurs jamais respecté, en permettant que l'Ukraine possède une arme nucléaire pour frapper la Russie avec tous les scénarios catastrophiques qui pourraient s'en suivre. Et malheureusement, tout le monde est conscient de ces dangers, sauf les idiots stratèges de ces deux pays, surtout de la France. Donc imaginez, la Russie a déjà menacé de riposter à la hauteur de l'attaque contre son territoire, une attaque nucléaire contre son territoire. Et donc, apparemment, les Français et les Britanniques sont en train de préparer tous les ingrédients pour que le monde bascule vers l'apocalypse. Que Dieu nous en préserve et que la sagesse prévale désormais. Et enfin, Donald Trump menace toujours de frapper l'Iran. Pour le moment, on est dans la guerre psychologique et la guerre des représentations. Tantôt l'Iran tue ses propres populations, tantôt l'Iran soutient le terrorisme, tantôt l'Iran cherche l'arme nucléaire pour détruire l'Israël, tantôt non, l'Iran cherche à développer l'arme nucléaire pour frapper les États-Unis sur leur propre sol. Donc on multiplie les narratifs pour diaboliser l'ennemi, justifier l'action que le pays de l'oncle Sam veut bien mener. Mais le monde musulman doit cesser d'être naïf. Parce que toute guerre majeure contre l'Iran, dans un contexte comme ce que nous sommes en train de vivre, privera quand même les musulmans de leur devoir sacré qui constitue le 5e pilier de l'islam. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas
de pèlerinage à la Mecque si jamais les États-Unis décident de déclencher une guerre majeure contre l'Iran dans cette période. Donc voilà pourquoi certains travaillent coûte que coûte pour ouvrir la boîte de Pandore. Et Dieu seul sait là où ça va mener le monde, parce que l'Iran n'est pas désormais n'importe quel adversaire. Donc il faudra aussi que les Iraniens aussi fassent preuve de prudence et de vigilance, parce que les États-Unis sont en train de surévaluer, j'ai l'impression, les capacités militaires de l'Iran. C'est une manière toujours d'avoir un casus belli. Donc c'est comme ils ont fait en Irak, présenter Abu Musab Zarqawi comme le pire, les dangers qui est capable d'affronter, de défier les États-Unis pour justifier leur intervention. Et comme ils l'ont fait d'ailleurs également dans d'autres terres d'opération. Donc la guerre ne se mène plus, je me demande même si ça a été le cas une fois, uniquement par des armes létales. Il y a désormais l'information qui fait partie des moyens par lesquels on mène la guerre, et parfois de manière plus efficace et plus destructrice. Que Dieu nous en préserve, que la paix prévale désormais au Mali et même dans le monde sur toutes les autres logiques de haine et de violence interminables. Shalom à tous.